Bonjour et bienvenue dans notre magazine Entre Terre et Mer. Vous connaissez tous l'aquarium de Nouméa, vous l'avez certainement déjà visité. Mais je suis sûr que vous n'imaginez pas tout le travail qu'il s'y passe en coulisses. Pour nourrir, soigner, entretenir et étudier tous ces pensionnaires. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir la face cachée de l'aquarium. Il frotte tout du sol au plafond, en insistant bien sur les baies vitrées. Je veux parler des techniciens chargés de l'entretien de l'aquarium. De vrais fédulogiques qui sont aux petits soins pour tous les pensionnaires. On regarde ? En fait, là, on est en train de nettoyer les fonds bleus. En fait, c'est l'arrière-plan des bacs. Et vu qu'il y a pas mal d'algues qui colonisent ces fonds bleus, on a trouvé une méthode la plus simple, c'est de les sortir et de mettre un peu d'eau de javel et puis de frotter et puis après les rincer pour les remettre en place pour éviter. Donc on les fait une fois par semaine. Donc là vous pouvez voir le développement d'algues. Et donc voilà, avec la javel ça part très facilement. Mettre de l'eau de javel dessus, ça peut être toxique pour les poissons. Les coraux, on la rince à chaque fois avec de l'eau douce. Et voilà, elle est comme neuve. Pour intervenir ici dans les bacs pour tout ce qui est entretien et puis s'il y a des opérations à faire, en général on essaye de le faire avant que le public il arrive. Comme ça, on peut travailler tranquillement et puis quand le public arrive, il a un bac voilà, sans les plongeurs, quoi, et il peut profiter que des animaux, quoi. On plonge dans 6 bassins en gros, quoi. Pour respirer, donc on utilise le narguilé. Donc c'est pas le système commun avec des tendeurs directement reliés à la bouteille. C'est un tuyau, voilà, que la bouteille reste en surface. Et puis voilà, nous on utilise le narguilé. C'est un tuyau de 10 mètres. On utilise un baudrier avec plus de plomb et puis en plus on met notre ceinture de plomb pour là vraiment être bien lesté, ouais, et puis travailler sur le fond quand il y a besoin, quoi. On utilise des ventouses pour bien se coller aux vitres et puis bien être en appui. On utilise des raclettes pour bien racler les métas sans les vitres de l'aquarium, des métacrélates, et puis bien être en appui. Des chiffonnettes en microfibre. Avec ça, donc, on a tout ce qui est soufflage des coraux. On les débarrasse de tous les petits débris de sable, de toutes les petites particules qui auraient pu décanter dessus. On remet aussi les coraux en place, parce que dans la nuit, il peut y avoir des coraux qui sont tombés avec les poissons, il peut y avoir des mouvements dans le bassin, et du coup, il y a des coraux qui peuvent se déplacer, ou même carrément tomber sur le fond. Donc là, on fait un peu de jardinage, on remet un peu les coraux en place.
Au niveau des dangers, donc la précaution, c'est de plonger à deux, toujours dans les bassins, surtout dans les grands volumes comme celui-là. Faire toujours quand même un peu attention à certains animaux. Voilà, il y a des murènes dans le bassin, il y a des requins, donc garder un œil sur ces animaux-là, observer leur comportement, si ils peuvent être un peu énervés suivant qu'ils ont mangé ou pas. Gros entretien, ça peut prendre bien 3 heures si on fait un clochage, donc un clochage du sédiment, si on fait tous les métas. Donc en général, le nettoyage des vitres, ça c'est assez rapide. Ça prend une demi-heure à peu près par surface, selon la surface bien sûr. Un entretien normal prend environ 1 heure. Et si on n'intervient pas régulièrement, les films algales ils s'épaississent sur la vitre. C'est un entretien qui est plus soutenu. Donc en fait, ce qui est important dans les entretiens, c'est de la régularité. Comme ça, on frotte moins en fait sur les vitres par exemple. Et puis en plus, ça nous permet d'avoir un œil dans le bassin et puis de pouvoir contrôler. On peut contrôler sur des poissons, on peut s'approcher d'eux, on peut voir s'il y a des comportements qui sont pas bons, on peut remarquer s'il y a des maladies. Pour repérer un animal qui est pas bien ou qui serait malade, déjà il y a l'aspect extérieur. Donc il peut avoir ça se voit sur la peau au niveau des écailles, au niveau des nageoires. On peut voir aussi au niveau des yeux, les yeux qui blanchissent ou qui commencent à peler. Voilà, tout ça c'est des signes qui permettent de repérer des nageoires un peu effilochées, des points blancs sur la peau, sur les nageoires. Comme nous, ils perdent parfois l'appétit, se font mal ou tombent malades. Mais là encore, les petits bobos des animaux marins ne sont pas pris à la légère. Soigneurs, vétérinaires et biologistes sont là pour leur venir en aide à chaque instant. Allez, petite visite chez des convalescents. Donc là, on a un petit requin pointois dans cette cuve. Et donc, il était dans un des bacs avant et il a déclaré une maladie. Donc, on l'a mis en quarantaine pour le traiter. Et donc là, on a réussi à le guérir. Et donc, on va le remettre en exposition. Donc là, on va le capturer, on va le mettre dans une bassine, juste pour le transport. Et on va le relâcher avec ses compagnons. Donc voilà, on la capture. De le toucher avec les mains, pour ça on le laisse dans les pucettes. C'est que quand il déclare une maladie, on les sort des bacs d'expo pour pouvoir les mettre dans un milieu plus petit, plus confiné, en circuit fermé par exemple, pour faire des traitements. Et une fois qu'il s'est rétabli, on le remet en exposition. Et après, c'est souvent quand on capture des poissons, des requins, on les passe tous par la quarantaine pour avoir un œil, pour les acclimater d'abord et voir s'ils mangent la nourriture inerte qu'on leur apporte. Et puis une fois qu'ils sont acclimatés, on les met en expo. On a une procédure, on a un protocole pour tout ce qui est animaux morts et animaux malades. Et ben, tout de suite, en fait, il y a une espèce de par bassin, un petit protocole spécifique. L'objectif est de sortir l'animal tout de suite en prenant le plus soin de lui, parce que souvent c'est difficile de l'attraper dans un grand bac parce qu'il est tout seul à être malade. Mais si vous voulez se concentrer sur cet animal malade ou mort,
ça va permettre d'anticiper les problèmes qu'on va avoir sur les autres. Donc en fait, le premier animal qui est malade, le premier animal qui est mort, c'est notre témoin, et donc il faut absolument l'isoler pour éviter les propagations de maladies avec les autres, mais aussi l'isoler pour pouvoir l'observer de manière plus précise et savoir ce qu'il a. Parce qu'une fois qu'on saura lui ce qu'il a, ça va nous permettre de savoir ce que les autres vont avoir. Voilà. Lorsqu'on prépare à manger, ce qui est le cas aujourd'hui, on va préparer en fait des produits qu'on va ajouter à l'alimentation, que ce soit des vitamines, des antiparasites ou autre chose. Donc ici on va peser avec des produits spécifiques, on va peser les produits qu'on va ensuite mettre avec l'alimentation. Voilà. Donc là aujourd'hui on prépare une quantité de praziquantel, c'est un antiparasitaire qu'on va peser au milligramme près pour pouvoir l'incorporer à l'alimentation d'aujourd'hui. Alors là, du coup, on part sur une dose préventive, parce qu'il n'y a pas de réel problème. Donc là, on part sur une dose de 5 grammes. Là, c'est pour tout l'aquarium, mais ça peut être spécifique à un animal. Par exemple, on va dire, on a un requin qu'on sent qui n'est pas très en forme, et bien on va lui donner des compléments alimentaires. On va préparer simplement une petite dose qu'on va incorporer dans l'alimentation du requin. C'est-à-dire que là, on va bien le mettre à part. En principe, ça va être un gros poisson. Et dedans, on va mettre ou des produits comme ça déshydratés ou des pilules qui vont permettre de répondre aux problèmes qu'on a détectés sur l'animal. Il y a les gros mangeurs, les végétariens, ou encore ceux qui sont au régime. Il y en a qui ne mangent que du frais, d'autres qui aiment les surgelés. Ici, c'est une cantine géante où l'on y mange à la carte, comme dans les restaurants. Chaque animal a une nourriture qui est préférentielle et une nourriture qui va être dédiée en taille. Donc, par exemple, pour le gros requin gris, on va prendre des maquereaux de différentes tailles. On en a des beaucoup plus gros ou des plus petits, suivant son humeur. Pour les autres requins, pointe noire et tout ça, et pour le requin léopard, on a du calamar qui mange entier. Hein. Bon, là, il a un petit peu surgelé encore. Donc, ça vient de la région Pacifique. Hein. Donc, voilà, ça c'est le calamar. Ça, on va avoir pour les petits animaux, ce qu'on appelle les petites bouches, on va avoir une nourriture en taille beaucoup plus petite, vous voyez, avec un petit peu de tout. Il y a de la crevette, il y a de la moule, il y a du calamar, de la petite sèche. Et pour les herbivores, parce qu'il y a quand même beaucoup d'herbivores, on rajoute des épinards dans la pâtée. Enfin, c'est pas une pâtée là, c'est pas encore la pâtée. Donc, des épinards en feuilles. Pour les requins ou les poissons comme les loches, les choses comme ça qui sont un petit peu plus gros que ceux-là, mais un petit peu plus petits que ceux-là, on utilise des sardines. Donc là, comme on est en rupture de stock, on a des sardines qui sont un petit peu petites. Normalement, les sardines, elles sont grandes comme ça. Donc ça, on a de la petite sardine, mais bon, ça revient au même. Pour les nautiles et ce qu'on va mettre aussi après dans la fricassée, on a de la crevette calédonienne, la belle crevette. C'est de la crevette déclassée, hein. Il faut le dire. Et pour les autres herbivores, qui aiment bien brouter, qui aiment bien grignoter tranquillement comme les picots et tout ça, on utilise des brocolis. Des brocolis. Et on donne beaucoup de brocolis. Hein. C'est-à-dire que par jour, je donne 1 kg de verdure. Tout compris, c'est-à-dire épinards et brocolis. Donc un petit peu plus. Mais... Donc c'est du brocoli tout bête, hein, c'est brocoli. C'est même qu'on achète au supermarché. Donc ça vient pas de Calédonie. Donc là on va préparer la nourriture
qui est requise pour les différents organismes. Donc on a par exemple du thon. Voilà. Donc c'est des ventrèches de thon. Donc le thon, on va le séparer, on va le couper en morceaux, en gros morceaux, suivant les besoins des autres poissons. Il y a des aliments qui sont spécifiques pour certains poissons, parce que le calamar, une petite demoiselle, ne va pas pouvoir le manger, bien qu'elle aime bien manger les petites tentacules. Mais le thon va être mélangé, va être utilisé en pâté dans la fricassée, et donc ça sera un petit peu pour tout le monde. Donc on fait des gros morceaux, hein, parce que ce sont... si on coupe trop petit, qu'est-ce qui va se passer? On va faire en fait que de la bouillie dans la flotte, ça va faire de la poussière, et le poisson ne mange pas la poussière. Donc on met plutôt des gros morceaux, et à la limite, les petits poissons vont picorer dessus, et ils vont manger. Donc là, on a un mélange de prêtes, ces petits poissons blancs. Hein. Donc ça, ce sont des sardines, et ça, ce sont des prêtes du lagon, qu'on donne entier pour les poissons qui sont à peu près gros comme ça. Donc ça va être les poissons qui vont être à peu près gros comme ça, voire jusqu'aux petits requins vont manger ça. Ça va être des petits poissons, et les platax vont manger ça. Après, on va avoir aussi de la crevette. La crevette va être coupée en morceaux, mais pour pas que ça abîme les poissons, ce sont des stylirostrices, hein, ce sont les crevettes calédoniennes, donc elles ont un rost, et donc la seule chose qu'on fait, on enlève le rost, pour pas nous se piquer déjà qu'on va prendre la crevette, et pour éviter d'avoir des problèmes avec les poissons. À l'aquarium, on a tous des domaines de responsabilité. Donc, par exemple, pour moi, c'est le bac 30, le grand bac, la cuisine, les nautiles, enfin la zone froid, parce qu'il n'y a pas que les nautiles, et la quarantaine, et la plongée. Donc, on a chacun nos petits postes, mais la cuisine est faite par tout le monde à l'aquarium. Donc, j'en suis responsable, mais tout le monde met la main à la pâte, parce que c'est un travail qui dure quand même, qui est assez conséquent, qui dure quelques heures, et il faut que tout le monde puisse nourrir pour voir les animaux comment ils vont. En fait, la finalité de ça, c'est les animaux, comment ils se comportent. Est-ce qu'aujourd'hui ils vont bien, ils vont pas bien On peut voir les 3 espèces de carpes qu'on trouve en Calédonie, avec une anguille et puis des espèces de lochons. Donc voilà, je commence à les nourrir. Vous allez voir, elles sont assez rapides. L'aquarium présente que des espèces qu'on trouve en Calédonie. Notamment, il y a des espèces endémiques en eau douce, et après, ce sont des espèces autochtones qu'on trouve en mer. Donc on peut trouver dans d'autres îles du Pacifique. Mais il n'y a pas d'espèces introduites présentées à l'aquarium. On les nourrit tous les jours, sauf le lundi, c'est le jour de jeûne. Et donc après on les nourrit à 13h, de 13h à 14h le nourrissage pour le public. Et on les nourrit une fois par jour. Et après on en fait des appoints de petits nourrissages pour certaines espèces, où il faut les nourrir plusieurs fois par jour, 2 à 3 fois. On jette des poignées de fricassés dans les bacs. Après, certaines espèces, on leur donne à manger à la main, ou sinon à l'aide de pinces. On nourrit notamment les poissons-pierres ou les rascasses ou les antennarius. On les tient avec une petite pince et on leur approche devant leur bouche. Voilà, il faut être attentif et faire attention. Il y a pas mal d'espèces comme les requins qui peuvent nous mordre. Et le danger à éviter, c'est de se faire mordre par les poissons comme le requin, la murène, ou sinon de se faire piquer par une rascasse. Le poisson-pierre, on a très peu de risques, il reste au fond, et vu qu'on les nourrit avec une pince, voilà, on n'a pas de risque.
requin léopard. Il vient chercher à la... Il est en train de faire son tour. Il vient manger comme ça. Ouais, il vient chercher. Ouais. Il vient chercher. Oui. Pour faire ce métier, il faut être humble par rapport au milieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout maîtriser, mais il faut rester humble par rapport aux espèces, par exemple par rapport au corail, quoi. On arrive à avoir de la croissance, mais on ne maîtrise pas encore tout, donc voilà, il faut avoir un bon sens de l'observation et puis un bon travail en équipe, quoi, qui permet d'être au courant de ce qui se passe dans les bassins et puis de faire un partage de connaissances voilà, sur les espèces. La première mission, celle de tous les aquariums, c'est-à-dire présenter des organismes aquatiques au public. Mais étant donné qu'on a un outil qui permet de voir ces animaux, ces milieux, c'est aussi un formidable tremplin et outil pédagogique. On a un volet recherche, souvent méconnu, mais qui fait partie intégrante du travail des aquariums, alors qui est plus ou moins développé dans les différentes structures. En Nouvelle-Calédonie, le fondateur de l'aquarium de Nouméa, le Dr Catala, était un scientifique. Il a à son actif beaucoup de publications, il a découvert les coraux fluorescents, etc. Et puis, au fil des ans, il y a eu plus ou moins de projets. Et là, aujourd'hui, on a un chercheur à plein temps, avec un technicien de recherche et les installations qui vont bien. Donc on a quelques opérations en propre, et puis surtout, comme on est tout petit, on a du mal à exister tout petit, on développe des collaborations. Donc, avec l'université et avec l'IRD, on a des projets en collaboration qui nous permettent un petit peu d'étoffer nos compétences et nos moyens. Et puis c'est gagnant-gagnant. Les instituts ou les structures mentionnées peuvent utiliser nos moyens, et nous, un chercheur isolé cherche beaucoup moins bien qu'en équipe, et donc ces partenariats nous permettent d'accéder à un niveau plus important que si on était tout seul dans notre coin. Après la capture du requin donc, à l'aquarium, c'est le transport jusqu'au bateau en fait, où là-bas une cuve nous attend aussi, et le transport doit être assez rapide. Donc dans le bac lagon, on met tous les ans en fait, c'est un bac de 70 mètres cubes, et on met tous les ans 4 petits requins en fait, 4 petits pointes noires, mais qui au bout d'un an ont bien grossi, donc ils sont un petit peu à l'étroit dans le bac. Donc on doit les relâcher en fait tous les ans, et on en attrape des autres. Donc pendant l'été en fait, qui précède le changement des requins, on va capturer des petits requins en fait, qui sont mis en acclimatation en quarantaine, en zone technique. Et le moment voulu, donc on relâche les gros et on fait passer les petits à la place. Donc en fait on change ainsi les requins tous les ans en fait, parce que nos bacs ne sont pas assez volumineux pour les garder en fait. Les plus gros requins étant dans le grand bac mer ouverte, où là il y a des requins léopards, requins gris, requins de pointe noire également. On n'a pas réussi à suivre
les animaux qu'on relâche dans le lagon. Hein. Merci à l'aquarium de nous avoir reçus. Un grand merci à vous pour nous avoir suivis. Et dorénavant, on regardera les poissons différemment. Pour en savoir plus sur cette émission, une adresse www.nctv.nc. Quant à nous, on se retrouve même jour, même heure pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. À bientôt!